Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. Clameur, l'observatoire dont la raison d'être est d'étudier les loyers et d'analyser le marché privé, vient de publier ses derniers chiffres. En résumé, les nouvelles ne sont pas bonnes et les prémices d'un blocage du marché locatif sont désormais constatées. Sombre est donc la situation du marché de la location en France, car mis à part les loyers qui augmentent peu ou presque pas en fonction des territoires, le rouge est de mise à peu près sur tous les fronts et notamment sur l'offre et la rentabilité locative. Pour commenter cette étude, j'ai invité Jean-Michel Camison, président de Clameur, un professionnel très intéressant aux propos nuancés et précis. Jean-Michel Camison, bonjour. Bonjour. Si je vous dis que le marché locatif français est mal en point, est-ce que vous me répondez que c'est un euphémisme ou une lapalissade ? Je dirais plutôt un euphémisme. Pourquoi ? Parce qu'il est réellement mal en point et que une lapalissade, c'est quelque chose qui revient en fait. Oui. Que à chaque fois qu'on parle d'immobilier, il y a un problème, il y a une crise. Et puis c'est banal. Oui, c'est banal, exactement. Oui. Là, je pense qu'on est arrivé à un point où c'est vraiment un euphémisme, c'est-à-dire un doux euphémisme. Oui. C'est-à-dire que quand on dit le marché locatif est en panne, c'est plus que vrai. Voilà, donc c'est pour ça que je pense que c'est plutôt un euphémisme qu'une lapalissade. Alors l'étude de Clameur, qui est parue en mars 2023 et que vous venez de publier, confirme une information à mon sens très importante et tellement positive en apparence, c'est celle selon laquelle les loyers en France n'augmentent pas ou peu. C'est l'arbre qui cache la forêt, en fait. Oui, parce que dès qu'on communique sur les loyers, en général, on communique sur des quittances plutôt que sur des loyers. Oui. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de mettre en avant dans la dernière étude Clameur, c'est de montrer que finalement, les loyers évoluent relativement peu, voire même très peu. Sur les 5 dernières années, 1,3% d'augmentation annuelle en moyenne. Donc c'est vraiment très peu, c'est en dessous de l'inflation et très nettement, on va dire, sur ces derniers mois. Et on a tout fait pour d'ailleurs. Alors, les mécanismes qui ont été mis en place pour freiner l'évolution des loyers fonctionnent. En particulier l'IRL, l'indice de révision des loyers. À l'été dernier, début d'été dernier, Bruno Le Maire a demandé à la profession de faire un effort, et aux propriétaires surtout, de faire un effort. Et donc l'IRL a été plafonné à 3,5, sachant qu'on savait qu'on allait vers une inflation qui était nettement supérieure, et ça s'est révélé exact, puisqu'on est plutôt aux alentours de 6,5 aujourd'hui. Donc on va dire ce frein naturel, naturel peut-être pas, mais ce frein permet effectivement de contenir l'augmentation des loyers. Et pourtant la question que vous allez me poser juste derrière, c'est l'encadrement des loyers. Alors moi, je ne suis pas favorable à l'encadrement des loyers, je ne l'ai jamais été, même si je peux reconnaître que le mécanisme on va dire, a fonctionné sur des petits bouts du marché, pas sur l'ensemble, globalement, mais que ces effets pervers en fait, sont nettement plus embêtants que le simple fait d'avoir réussi, on va dire, à faire redescendre un petit peu le prix du mètre carré en loyer sur les petites surfaces, et tout particulièrement les studios. Où globalement, effectivement, on peut considérer qu'il y avait abus avec des prix au mètre carré qui étaient vraiment trop élevés. Pour moi, l'encadrement des loyers, son principal défaut, c'est de rebuter l'investisseur, le bailleur privé, et du coup soit de le faire sortir du marché, soit de le faire sortir du marché intermédiaire, où il a l'impression de retrouver une certaine liberté. Mais c'est pas bon. Quand on contraint, on va dire, à des actions, en général, la réaction, elle est soit trop violente, soit pas dans les normes. Et c'est vrai que... Donc l'effet est très délétère. Oui, vous l'avez vu il y a pas longtemps, je crois que c'était vendredi dernier, dans une émission où... c'était une émission qui a l'habitude d'être à charge, on va dire, ne montrait que des exemples de propriétaires, d'ailleurs non intermédiaires, enfin si, il y avait des intermédiaires dedans, qui abusaient, on va dire, du complément de loyer pour avoir un loyer supérieur à ce qu'ils auraient pu faire. Et voilà ce que ça entraîne. Je veux dire, la chose qui me marque depuis maintenant de très nombreuses années dans les actions politiques, c'est que ils ont toujours l'impression qu'en faisant une action, en mettant quelque chose en place, il n'y aura pas de réaction. Enfin, la loi de la nature, c'est action-réaction. Donc, quand vous contraignez trop, au bout d'un moment, les acteurs trouvent des parades. Alors, parfois, c'est des parades qui sont, on va dire, légales, et parfois, c'est des parades qui sont border. Alors, revenons au loyer, puisqu'ils augmentent peu ou prou, très peu en fait. Très peu. Ou alors dans des territoires 1,37 pour 2022, 1,37. Donc c'est effectivement très peu. Il peut y avoir quelques disparités régionales, bien sûr, ce qui est logique. Mais en fait, on se rend compte que quand on met en avant, on va dire, les plus grosses hausses, et en particulier les plus grosses hausses en pourcentage,
eh ben, on se rend compte qu'en fait, c'est les loyers les plus bas. Hein. C'est-à-dire qu'on a un effet de seuil, on a un effet de base. C'est sûr que quand on dit, oh là là, Brest flambe, oui, mais on part d'un prix qui est tellement bas, qui était quasiment le plus bas de France. Et effectivement, donc les 10 ou 20 centimes au prix au mètre carré, en pourcentage, ça fait beaucoup. Mais globalement, on va dire qu'on a une grande stabilité des loyers en France. Et pour autant, derrière cet effet de communication très réussi, eh bien, il y a des inquiétudes, notamment sur les charges. Oui. Exactement. C'est-à-dire qu'il faut bien appeler les choses par leur nom. Une quittance de loyer se décompose en 2 lignes, qui est donc le loyer, c'est ce que touche le propriétaire, et on va dire une quote-part de charge pour un locataire. Donc c'est, on va dire, sur la base d'un budget annuel qui est décidé, ou c'est une copropriété qui est votée en assemblée générale. Vous avez donc une quote-part de charge qui est mensualisée et qui permet globalement de payer les charges de l'immeuble, l'ascenseur, la gardienne. Quand c'est du chauffage central, l'énergie, etc. Or, il ne vous a pas échappé que 2022, l'explosion de l'énergie, c'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Aussi vite, aussi puissant, aussi violent, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Donc ça, forcément, on va le retrouver. Et pour participer à plusieurs tables rondes ou think tanks sur le sujet, les gens, et surtout les politiques, maîtrisent pas bien la temporalité des charges de copropriété. Oui. Ce qui est fou d'ailleurs, puisque finalement... ils sont probablement... Alors, soit ils sont locataires et effectivement, ils ne le voient pas, mais enfin, une fois par an, ils ont quand même une régule de charge, comme on dit. Hein. Mais c'est vrai qu'ils le maîtrisent pas bien. Et donc, on va dire, on peut aujourd'hui se satisfaire effectivement d'une hausse, voire même d'une hausse des charges qui est assez limitée. Mais pour moi, l'analyse qu'on fait, c'est qu'en fait, le problème, il est devant nous, il n'est pas derrière nous. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement en a conscience, puisqu'en fait, on fait le point une fois par an. Le budget est voté une fois par an. Et puis ensuite, on laisse glisser donc cette année, avec des appels de charges qui sont basés sur ce budget qui a été voté. Et qui ensuite se retrouve, on va dire, dans la quittance de loyer du locataire au travers des appels de charges. Et une fois par an, on fait le point. Est-ce qu'on est dans le budget ? Oui, tant mieux. Est-ce qu'on avait été un petit peu pessimiste et du coup, il y a un petit reste à charge et donc il y a un appel complémentaire ? Ou est-ce qu'on avait été optimiste ? Il m'est arrivé de rembourser, on va dire, une quote-part de charge parce qu'on avait appelé un tout petit peu plus. Mais en général, on se rend compte que dans une période classique, les appels de charge sont vraiment très bien faits. Et on va dire c'est des petits pouillèmes qu'on demande ou qu'on enlève. Là, je pense que ça va être plus compliqué parce que forcément, on ne pouvait pas s'attendre à une telle explosion de l'énergie et tout particulièrement du gaz. Or, le gaz est l'énergie, on va dire, la plus répandue dans l'habitation. Alors, c'est archi vrai dans le monde HLM, dans le monde du social. C'est des constructions qui datent en général des années 60-70. Effectivement, le gaz était propre, peu cher. Et donc, beaucoup d'immeubles sociaux ont été équipés de chaudières à gaz. Et ça leur pose évidemment un problème de charge énorme en ce moment. Mais dans le parc privé, c'est quasiment la même chose. On retrouve du gaz, du fioul et de l'électricité de plus en plus, évidemment. Dans la construction neuve aujourd'hui, on sait essentiellement, on va dire, de l'électricité, soit individuelle, soit au travers de pompes à chaleur. Donc, cette explosion du prix du gaz... Alors les causes, on les connaît, c'est l'Ukraine principalement, vont se retrouver dans les charges des locataires, on va dire, à la clôture des comptes 2022, qui va s'opérer entre mars et juin. Voilà. Et donc, comme vous avez dit, dans une période classique, un bon an, mal an, ça se fait, mais là, on n'est pas dans une période tout à fait classique. Et on va même continuer et le voir à quel point on n'est pas dans une période tout à fait classique, puisque si on regarde l'offre locative en France, si j'ai bien compris, on a un allongement de la durée des baux, une baisse importante de la durée de présence d'un bien sur le marché de la location. En bref, si j'ai bien compris, le marché locatif ancien est au rouge. Oui, et il est au rouge. Alors, les indicateurs que vous avez cités, c'est-à-dire le taux de vacances, c'est la rotation du parc. Oui. Il est très important de comprendre que dans le mécanisme du parc locatif, il y a 2 éléments qui sont contributeurs de sa bonne santé. Le volume, donc le parc, on va dire, le nombre d'appartements qui est alloué, en valeur absolue. Et après, vous avez la rotation. Et en fait, le flux est quasiment plus important que le stock. Avec un flux régulier, on peut compenser une baisse de stock ou un stock pas assez
costaud. Quand on n'a plus de flux, là, par contre, ça grippe la machine. Et c'est clairement ce qu'on voit aujourd'hui au travers des 2 indices que vous avez cités, hein, c'est-à-dire le taux de vacances qui diminue. Oui. On voit bien que le temps qu'une annonce reste sur un site devient de plus en plus court, avec des écarts qui sont importants. Je veux dire, en quelques années, on a perdu 6-10 jours. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Et ça montre bien que le marché est pénurique. C'est-à-dire que dès qu'on met un bien sur le marché, il part vite. Avant, il y avait peut-être un petit peu plus de choix. Donc, le temps de choix était plus important. Là, on voit bien qu'on saute sur l'occasion parce que le marché est extrêmement pénurique. Donc, ces 2 indicateurs montrent que le marché locatif privé est en train de se gripper. Et ça n'est pas un épiphénomène. Alors, non. C'est quelque chose qui s'aggrave d'année en année. C'est ça. Hein. Si on pouvait penser que c'est, prenons un bouc émissaire facile, qui est donc la guerre en Ukraine, ou les relations internationales du moment, on pourrait se dire, ok, on va faire le dos rond pendant un petit moment, puis globalement, ça va passer. Non. Moi, je me rends compte maintenant, depuis, on va dire une vingtaine d'années, que le parc locatif privé est en décroissance douce, mais régulière. On va dire de 1 à 2% par an. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, et depuis 20 ans, globalement, on perd un petit peu d'appartements à louer. Alors, les raisons, la raison principale, hein, c'est un problème de contrainte. On a tellement contraint le propriétaire à encadrer son loyer, à surprotéger un locataire, même indélicat, qu'aujourd'hui, certains propriétaires se disent, ça vaut plus le coup. Jette l'éponge, je vais vendre, le marché est plutôt bon à la vente, enfin en tous les cas il l'était l'année dernière, il est en train de se crisper lui aussi, donc voilà, je sors du jeu. Et ça on le constate effectivement chaque année. Un effet pervers pour les propriétaires bailleurs qui conservent le bien, ça a été de se décaler, c'est-à-dire qu'on est sur un parc pérenne, hein. Le parc pérenne c'est celui qui loge tout le monde, hein, qui loge les Français globalement. L'accumulation de contraintes a fait que le propriétaire a décidé d'aller voir si l'herbe était plus verte à côté, et à côté, c'est le meublé. Et ça on l'a vu très nettement. Hein. Donc le meublé pérenne, c'est-à-dire le meublé qui va accueillir on va dire des personnes pour 1 an ou un petit peu plus, il a toujours été présent. C'est un très bon complément au parc privé, puisque ça permet de loger principalement des jeunes. Hein. Le parc meublé est un parc de petite taille, et il permet d'accueillir, on va dire, un jeune couple ou un jeune qui est en train de finir ses études, ou qui vient juste d'avoir un job et qui a le temps de trouver, on va dire, une certaine stabilité avant de prendre un loyer normal, et surtout de s'équiper, donc de dépenser des sous pour acheter un lit, des armoires, etc., va passer par du meublé. Mais là où on a vu l'effet pervers, c'est évidemment le glissement de ce parc meublé vers le meublé touristique, qu'on appelle tous Airbnb. Mais enfin, il y a des tas d'acteurs. Hein. Airbnb n'est pas le seul, même si c'est un acteur qu'on a beaucoup vu. Et ça, c'est problématique. Pourquoi ? Parce que ça, ce sont des appartements qui sortent, on va dire, du rôle qui est le leur, qui est de loger les Français. Là, ça loge du touriste, hein, clairement. Donc avec des nuitées courtes, des prix, on va dire, qui sont fort peu contrôlés. Et ça, on l'a vu, c'est une partie du parc qui manque au parc pérenne. Pourquoi ? Vous allez me dire, mais pourquoi le meublé c'est compliqué, on a plus de gens. Oui, alors, on a plus de rotation, c'est vrai. Mais le meublé, fiscalement, est plus intéressant puisqu'on peut l'amortir. Oui. Hein, on peut être au microfoncier ou l'amortir. C'est ce qu'on réclame de nos vœux, d'ailleurs, pour le parc pérenne, mais on en parlera plus tard. Oui. Le meublé touristique, il suffit d'aller sur les sites d'annonces, Airbnb ou autres, pour voir quel est le montant de la nuitée. Hein. On est globalement pour des petites surfaces entre 40 et 50 mètres carrés ou 30 et 40 mètres carrés. On est sur 100 € la nuit. C'est trop élevé. Ah bah oui, non mais 100 € la nuit, vous imaginez sur 30 jours ce que ça fait. Sans parler de la concurrence déloyale au secteur hôtelier. Alors oui, les hôteliers se sont plaints, à un moment donné, on les a entendus. À un moment donné, on peut pas laisser faire tout. C'est vrai qu'on est dans une période où on a vu arriver les réseaux sociaux, la désintermédiation avec Uber, etc. Si on lève un petit peu la tête, on se rend compte que Uber, ça a très bien marché au début. Puis il y a eu quand même un coup de mou, hein, avec une qualité qui s'est fortement dégradée. Et puis ensuite, on a eu une réaction des chauffeurs Uber qui se disent « mais j'ai pas la main sur le prix, j'ai pas la main sur le trajet, j'ai pas la main sur le client, je suis un salarié, je suis pas un auto-entrepreneur ». Et en fait, on se rend compte de ça quasiment dans tous les segments des métiers qui ont pu être ubérisés. Et pour l'immobilier, c'est pareil. Hein, tout le monde s'est jeté dans cet effet d'aubaine avant de se rendre compte que c'était peut-être pas une panacée et que surtout, ça mettait en péril le parc classique qui a un vrai rôle.
Moi, je considère aujourd'hui, et c'est en ça où on peut avoir quelques différences d'opinion avec le politique. Moi, je considère qu'aujourd'hui, le propriétaire bailleur, contrairement à ce que dit M. Macron, n'est pas un rentier, mais un acteur économique. Un acteur économique qui a un rôle social et sociétal. Voilà. Et tant qu'on ne lui aura pas reconnu ce rôle-là, et qu'on continue, on va dire, à le considérer comme un vilain rentier, on verra à un moment donné, c'est un repoussoir, ce genre d'idée quand même. Et jusqu'à preuve du contraire, l'État ne loge pas non plus, n'offre pas assez de logements aux Français. Donc de toute façon, le bailleur privé est essentiel. Essentiel, 2 chiffres qui montrent bien le côté essentiel du bailleur privé. Le marché locatif social, c'est 6 millions de biens. Le marché locatif privé, c'est 7 millions de biens. Et on peut dire qu'aujourd'hui, il y a environ 8 millions de foyers qui seraient éligibles à un logement social. Donc sur ces 8 millions de foyers, vous avez 6 millions qui sont logés. Donc ça veut dire que le parc privé loge 2 millions de personnes, ou de foyers plutôt, qui seraient éligibles à un logement social, d'où le rôle sociétal du bailleur privé. Est-ce que ce tableau, déjà triste, doit être maintenant complété par un constat assez gris, selon lequel, dans notre pays, la population active est finalement laissée pour compte quand il s'agit du logement et de l'accès au logement? Laisser pour compte, je pense que c'est peut-être un petit peu violent. Il y a des tas d'actions qui sont faites pour favoriser on va dire le locataire. Oui. Peut-être trop d'ailleurs. J'ai un exemple assez marqué qui est celui du Canada. Au Canada, on ne parle jamais de problème de discrimination à la location. Jamais, jamais, ça n'existe pas. Les gens sont logés, quel que soit leur statut, leur âge, leur couleur de peau, leur religion. Ils s'en foutent royalement. Oui. Pourquoi ? Parce que tant que vous payez, il n'y a pas de souci. Le jour où vous ne payez plus, vous sortez. Et ça fait un parc qui tourne très fort, très bien, à des prix plutôt intéressants, et sur lequel il n'y a pas de souci. Donc, en fait, on à surcontraindre, à surprotéger, on a créé l'effet inverse. Et aujourd'hui, on s'en rend compte. Cet effet inverse est arrivé quasiment au bout de son cycle. C'est-à-dire qu'on a un parc qui décroît, des propriétaires qui ne veulent plus louer, et des locataires qui subissent, on va dire, cette pénurie. Alors, qui dit pénurie, dit des prix qui peuvent augmenter ou des acteurs qui sortent un petit peu des lignes que le gouvernement peut fixer. Alors, je me suis peut-être mal exprimée quand je parlais de la population active finalement laissée pour compte. Je pensais aussi au manque de relations intergénérationnelles sur le logement, puisque avant, on avait les plus anciens qui étaient capables d'aider les plus jeunes. C'est en train de disparaître et en même temps, on voit que par exemple, dans votre étude, certains mouvements de population, notamment sur les littoraux, commencent à montrer une compétition intergénérationnelle. Ah, tout à fait. Là où vous avez parfaitement raison, c'est que le modèle familial tel qu'on l'a connu, probablement dans les années, on va dire, après-guerre, est en train de... Enfin, non, il a changé. Oui, complètement. Il a complètement changé. Et que le soutien que les seniors, les anciens pouvaient donner aux jeunes, c'est vachement distendu, mais l'inverse est vrai aussi. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Paupérisation dans les deux sens. Dans les deux sens, des deux côtés. Vous avez raison, l'étude Clameur montre quelque chose qu'on avait jusqu'à présent pas étudié. On mettait, on va dire, la difficulté de se loger sur le littoral plutôt, on va dire, sur le meublé, et en particulier le meublé touristique, en disant Airbnb nous prend tellement de surface que globalement, on n'arrive plus à loger les locaux. C'est en partie vrai, mais je ne pense pas que ça soit la raison principale. La raison principale, c'est que le littoral est attractif et que par conséquent, on va dire, des retraités vont quitter les zones urbaines, trop chères, peut-être pas suffisamment sécurisées, pour aller vers le littoral, pour, on va dire, prendre une retraite bien méritée. Oui. Et c'est vrai que du coup, ils arrivent avec un pouvoir d'achat qui est supérieur aux locaux. Et là, il y a une compétition entre l'actif qui doit se loger dans sa région, parce qu'il travaille dans cette région-là, et on va dire le retraité qui vient s'installer dans cette région et qui, du coup, modifie un petit peu le périmètre du parc qui est disponible. On a parlé tout à l'heure de la rentabilité locative très rapidement. Donc, je continue mon tableau de l'étude Clameur. Et puis, cette étude, elle relève quelque chose de pas très sympathique non plus. C'est une contraction très forte de la rentabilité locative. À quoi est-ce qu'elle est due ? Et est-ce que vous pensez que cette tendance-là peut être retournée ? La rentabilité locative dans l'immobilier a toujours été très basse. Oui. C'est pas un secteur extrêmement rentable. Ça c'est vrai de toujours. Mais en fait, vous avez deux vecteurs de rentabilité dans l'investissement immobilier. On va dire la rentabilité sur le logement, sur le loyer. En gros, mon prix d'achat, mon loyer divisé par mon prix d'achat, ça me donne un taux de rentabilité.
Et vous avez aussi, en fin de parcours, une rentabilité sur capital. C'est-à-dire, j'ai acheté X, je revends X plus quelque chose, j'ai une rentabilité sur capital. Pendant très longtemps, on va dire que la rentabilité sur capital était ce qui était recherché. Oui. Et donc, en gros, la rentabilité locative permettait de payer ses charges, de faire des travaux d'aménagement, d'amélioration, de rénovation énergétique, ce serait pas mal. Mais globalement, on se dit, bon, mon investissement, finalement, je le concrétiserai à la fin, Oui. lorsque je vendrai. Et puis, c'était assez mirobolant quand même dans Alors l'idée. oui, dans les années C'était affriolant 80-90, même. Oui. où on avait des coefficients de hausse qui étaient énormes, oui, là, c'était carrément, Oui. c'était vachement intéressant. On en est loin, hein. Oui, oui. Ouais, on en est très loin. Aujourd'hui, bon, il y a toujours effectivement une valorisation du bien, s'il est bien entretenu, hein. On a parlé pendant quelques temps de valeur verte. Moi, aujourd'hui, je parle de dévaleur verte, parce que si on ne fait pas les travaux, ben, c'est plutôt en moins qu'en plus qu'on va avoir un effet sur le prix. Donc, cette constante qu'on a connue vraiment pendant très longtemps, même aujourd'hui, elle est en chute libre. Donc, aujourd'hui, on n'a plus de rentabilité quasiment sur le loyer. Pourquoi ? C'est les charges, globalement, hein. Tout coûte plus cher à faire. Donc, une rénovation, des travaux d'entretien, les matériaux coûtent plus cher, la main-d'œuvre spécialisée également. Donc, on va dire qu'on a une part de coûts d'entretien qui augmente, avec un loyer qui augmente peu, on l'a vu. Et donc, on a aujourd'hui globalement une rentabilité sur loyer qui est, à mon sens, négative. Si je rajoute là-dessus l'effet fiscal, et l'effet fiscal avec la taxe foncière, il est énorme. Oui. Bon, je pense que l'idée d'annuler, enfin, ou de faire disparaître la taxe d'habitation, c'était plutôt bien pour ceux qui la payaient, mais la taxe d'habitation était un des moyens premiers des communes pour faire tourner leur commune. Oui. Donc forcément, à un moment donné, ce manque à gagner, même si l'État a dit oui, on compensera, on se rend compte qu'en fait, ça ne compense pas. Mais jamais. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont encore cette taxe d'habitation pour renflouer leur caisse. Et l'exemple parisien, avec une hausse de 50%, il est quand même pas mal. Alors, la taxe d'habitation n'a jamais été très élevée à Paris, hein, mais 50%, Oui. hein, on est quand même très... marquant. Oui, on est quand même très, très au-delà de l'inflation. Donc, si on rajoute en plus cette surcharge fiscale, l'investissement sur loyer, il est négatif aujourd'hui, clairement, hein. Donc, c'est quand même pas, c'est pas affriolant, hein. On n'attire pas grand monde avec ça. Alors, on a toujours effectivement cette possibilité de rentabilité sur capital à la sortie, sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, les prix augmentent beaucoup moins vite que dans les années 90-2000. Le visage du marché locatif ancien français, donc il est plutôt très défait. Oui. Oui. On peut dire ça parce qu'en plus on mélange des époques de construction très, très différentes sur lesquelles en fait on ne peut pas appliquer les mêmes recettes. Bon, l'haussmannien ou l'ancien, Oui. hein, l'haussmannien, ça reste de très très beaux bâtiments. Paris est une ville magnifique, quand on arrive à voir les façades derrière les ordures, mais c'est des produits qui sont compliqués à entretenir. On va pas mettre une vilaine, une peau sur de l'haussmannien. C'est de la pierre, c'est magnifique, c'est taillé. Donc ça, c'est impossible. Donc il reste la possibilité d'isoler par l'intérieur. Isoler par l'intérieur, vous allez quand même dire à votre propriétaire que vous allez lui ponctionner 5 à 6 mètres carrés, on va dire entre 12 et 15 000 euros du mètre carré. Et encore, je suis gentil. Donc vous voyez, il y a un coût qui est compliqué à accepter. Sur les constructions des années 60-70, là, on a construit de la passoire thermique, hein, clairement. C'était pas un sujet à l'époque. Non, le sujet était ailleurs, d'ailleurs. Oui. Puis le carburant coûtait peu cher, le chauffage coûtait peu cher, donc on chauffait à perte. C'est ce qu'on pouvait à l'époque aussi, parce qu'il fallait loger les Français, d'ailleurs. Et c'est une époque où on a énormément construit. Oui. C'est une époque aussi du début de l'immigration. Oui. Donc ça veut dire qu'on a construit pour loger. Oui. Et on a construit vite avec les matériaux de l'époque, donc pas mal de fer, d'alu, de vitres, hein, c'est moins cher que la pierre, voilà. Et du coup, aujourd'hui, c'est ce parc-là qui est compliqué. Donc cette hétérogénéité du parc en France fait que il n'y a pas de martingale en fait, hein, il n'y a pas une seule façon de le rénover. Et c'est ce qui pose problème d'ailleurs. Est-ce que le gouvernement se saisit réellement de la question ? Ça, c'est une question difficile. Le gouvernement se saisit de certains sujets, et je pense que ce qui manque, c'est d'une prise de conscience globale. Au bout d'un moment, on va dire, un petit sparadrap sur une jambe de bois, ça sert à rien. Et si on se dit pas, on remet tout à plat et on reconstruit une politique du logement
avec les objectifs qu'on s'est fixés, c'est-à-dire rénovation énergétique, accès au parc locatif, on va dire facilité, avec des prix qui peuvent être moins chers, parce on comprend très bien qu'au bout d'un moment, on peut pas continuer à faire grimper les loyers, on va dire, au-delà du raisonnable. Autrement, on n'arrive à loger personne. Donc, il y a à mon avis, une façon de voir qui est d'arrêter le saupoudrage. Si vous voulez qu'on rentre un petit peu dans le détail de ce que globalement aujourd'hui les professionnels soit de l'association Plurion, soit même des syndicats, FNAIM, Munis, SNPI, sont en train d'essayer de construire et de proposer au gouvernement, c'est vraiment un changement de paradigme. Si on fait un petit focus sur le neuf, qui est un élément hyper important évidemment de l'économie de l'immobilier, le neuf il a mal en ce moment. Je veux dire, on a du mal à trouver du foncier, donc on a du mal à construire, donc on a un problème d'offre, mais aujourd'hui on a aussi un problème de demande. C'est rarissime en général, quand on a un problème d'offre, la demande est très forte et on va dire les prix augmentent. Là on a les deux. Alors pourquoi les deux ? Un, effectivement on manque de foncier. Deux, la période qu'on traverse est extrêmement inflationniste et du coup ça renchérit les coûts de construction au-delà du raisonnable. Et de l'autre côté, les acquéreurs, ils ont besoin... Perte de confiance, oui. Alors, perte de confiance, difficulté d'accès au crédit. Les taux d'intérêt qui augmentent, c'est un frein au crédit. C'est vrai que pendant des années, on a vécu avec un argent gratuit quasiment, avec presque des taux d'intérêt qui étaient très très bas. Ce qui était problématique aussi, on n'a pas voulu voir les conséquences. Tout à fait, d'autres problèmes. Là, on revient sur des... on est à quoi 3,5, 4, c'est ça ? Ce qui n'est pas non plus complètement encore fou. Non, je me souviens de mes parents dans les années 70 qui empruntaient à 10. Oui. Et on avait... Ils étaient heureux de pouvoir le faire. Oui, et puis globalement, comme l'activité économique était bonne, on retrouvait un ratio qui était favorable. Donc aujourd'hui, dans le neuf, on a ce problème-là, offre et demande problématique. Oui. Alors, qu'est-ce qui a tiré, on va dire, en tous les cas pour alimenter le parc locatif, qu'est-ce qui a tiré la promotion vers le parc locatif ? C'est le Pinel. Non, c'est toutes les niches fiscales qui ont été mises en place, on va dire, ces 30 dernières années. Donc on a connu le Pinel qui a plutôt été tous les ministres. Oui. Je pense qu'il y a une certaine fierté pour un ministre à laisser dans l'histoire, on va dire, un véhicule d'investissement défiscalisé, ou tout moins avec une fiscalité avantageuse, de laisser son nom. Donc, et à 20 ans plus tard, la trace n'est pas positive en fait, de cette politique de petit à petit et de pas à pas et de bricolage fiscal en fait, si je peux dire les choses ainsi. C'est ça, la niche fiscale. Et à force d'enquiller des niches, la niche, elle est devenue trop petite pour le chien. Donc, oui, notre idée, c'est d'arrêter les niches fiscales et de revenir, on va dire, à un système pérenne. Oui. Nous, on pense que l'amortissement peut être un bon système. D'ailleurs, un des premiers, suite à une très grande crise, c'était les années 90, 80-90, on va dire, c'est Périsol. Oui. Monsieur Périsol, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait un véhicule d'investissement qui s'est appelé l'amortissement Périsol. Oui. Donc on n'a rien inventé en parlant d'amortissement aujourd'hui. Et en fait, de manière, on va dire, un petit peu plus simple, toutes les niches fiscales qu'on a vues depuis ce temps-là sont en fait une sorte d'amortissement, on va dire, déguisé. Vous pouvez déduire de vos revenus 2% de la valeur du bien que vous avez acheté. Et ensuite, on oriente un petit peu, on va dire, la cible en disant, OK, on met un plafond de revenus pour ceux qui achètent, on met un plafond de loyer pour ceux qui louent, histoire de faire profiter, on va dire, ce parc neuf plutôt à des ménages modestes, et c'est plutôt une bonne chose. Mais ça veut dire qu'on laisse toujours, dans le problème d'une niche fiscale, c'est qu'on laisse toujours la majorité du marché de l'autre côté du pont. Oui. Voilà. Et nous, on dit, faut arrêter avec ces niches, et il faut passer sur un système de droit commun. L'amortissement pour tous, quel que soit le bien. Et c'est là où je vous disais tout à l'heure que le changement de paradigme est important. Jusqu'à présent, en fait, l'avantage fiscal, il était décidé par la nature de l'investisseur. Donc, on va dire, quelqu'un qui avait des gros revenus, globalement, son avantage fiscal, il était très faible. Oui. Et plus on descendait en termes de pouvoir d'achat, et plus on pouvait trouver des déductions fiscales intéressantes. Moi, je pense qu'il faut arrêter. Parce que de toute façon, je veux dire, aujourd'hui, ceux qui ont les moyens d'investir, c'est ceux qui ont quand même un peu d'économie ou qui gagnent correctement leur vie. Les autres, leur problème, c'est surtout se loger. Donc, aujourd'hui, dire que quel que soit le bien, du neuf, donc on répond au problème des promoteurs, l'ancien,
un amortissement qui serait annuel, Oui. basé sur la valeur du bien. Si c'est du neuf, c'est facile, hein, la valeur du bien, on l'a. Si c'est de l'ancien, on fait une expertise. Il y a des tas d'experts excellents en France qui peuvent déterminer un prix de marché. Et donc, sur la base de ce prix de marché, on peut faire un amortissement qui pourrait être de 0, 1, 2, 3%. Et en fait, l'idée qu'on a derrière, pour essayer de retrouver un petit peu, on va dire, du dynamisme, c'est de panter cet amortissement en fonction du loyer de sortie. Et c'est ça le changement de paradigme. On ne regarde plus la nature de l'investisseur, mais la nature du loyer de sortie. Donc aujourd'hui, si vous faites du loyer libre, comme la majorité du parc, on peut avoir un amortissement léger, 0,5% par exemple. Si vous faites quelque chose qui se rapproche, on va dire, du Pinel, on l'appelle Pinel dans le privé, on l'appelle intermédiaire dans le social. Hein. Donc c'est quelque chose qu'on maîtrise parfaitement. On connaît très très bien ce marché-là. On pourrait effectivement monter à 1, peut-être un peu plus. Et puis ensuite, il faut donner la possibilité aux propriétaires d'aller chercher des loyers encore plus bas. Et si on va sur du PLU ou du PLUS, donc du social ou de l'ultra-social, pourquoi pas avoir des amortissements à 2 ou 3%. Et là, c'est intéressant parce que, on redonne de l'appétence aux investisseurs sur quelque chose de simple, de lisible. On ne va pas leur dire à la fin de l'année, ah ben non, là, ça y est, la niche est finie. Hein, donc c'est fini, il faudra faire autre chose. Non, là, c'est inscrit dans le temps, c'est économique. Ça permet d'avoir effectivement un intérêt à investir dans l'habitation. On voit bien que la rentabilité, on en a parlé juste avant, est très basse. Donc il faut quand même qu'il y ait un moteur économique pour que l'investisseur soit intéressé. Le côté pantage inversement proportionnel, si ça peut faire baisser un petit peu les loyers tout en compensant une baisse de rentabilité au travers de l'amortissement, tant mieux. Je veux dire, les locataires seront les premiers bénéficiaires. Et ça, on sent que ça a un petit peu de mal à passer. On en a beaucoup parlé avec Bruno Le Maire, qui maîtrise bien ce type de sujet, et qui dit, oui, mais bon, moi, j'ai dans ma besace quasiment 20 ans de niche fiscale. Les niches fiscales s'étendent en général sur 9 ans. Hein, c'était le cas du Pinel, du Flo, etc. Donc ça veut dire que chaque année, l'État, on va dire, fait engage, on va dire, un montant de revenus qu'il ne touchera pas au travers de cet amortissement. Oui. Donc du coup, il dit, bah oui, mais bon, si on change de façon de faire du jour au lendemain, moi j'ai tout l'historique qui me coûte, alors on dit aujourd'hui aux alentours de 40 milliards d'euros, oui, à peu près, hein. Bon, ils oublient juste de dire que ça en rapporte le double. Hein. Sauf qu'effectivement, ça ne va pas toujours dans les mêmes poches. Mais bon, quand on prend le marché au sens large, les efforts de l'État, c'est environ 40 milliards. Et les revenus, on va dire, la taxe foncière, la taxe c'est 60 milliards. Donc il y a quand même, on va dire, 20 milliards de plus au milieu. Mais est-ce que vous pensez que l'État il est prêt à assumer une logique économique comme celle-là ? Est-ce qu'il a le choix ? Je vais paraphraser... Oui. Jean Dujardin, what else? Pour le faire la version française, évidemment. D'accord, mais enfin, et on invente quoi d'autre? On remet une niche fiscale? La logique sociale du passé n'a pas fonctionné. Non, on le voit bien. Donc ça veut dire quoi? On repart sur un système de niche fiscale? Le Pinel Plus n'existe pas. Il ne verra pas le jour. C'était un Pinel sur lequel on était allé encore plus loin dans la contrainte. Le choix du lieu, le choix de l'investisseur et du locataire. Mais personne ne veut y aller. Et c'est normal. Donc à un moment donné, il faut faire le constat que les niches ont apporté beaucoup, mais que c'est fini, et qu'aujourd'hui, il faut passer à autre chose. Et comment pensez-vous pouvoir financer la rénovation énergétique, par exemple ? L'amortissement est un bon levier. On peut rajouter, c'est d'ailleurs ce qu'on a proposé, on peut rajouter, on va dire, à l'amortissement classique, en fonction de votre loyer de sortie. Imaginons que j'ai décidé de faire de l'intermédiaire. Hein. Donc j'ai un amortissement de 1%, disons, par an. D'abord, ce 1%, il va me libérer de la trésorerie, qui va me permettre de faire des travaux ou de maintenir, mais il faut aller au-delà parce que la réno coûte cher. Oui, on sait bien, aujourd'hui, on va dire, on est sur des budgets de 40 à 50 000 euros par foyer, pour des surfaces moyennes, hein, c'est évidemment des sommes moyennes. Donc c'est un effort conséquent. On peut pas, c'est impossible aujourd'hui de financer la rénovation énergétique uniquement avec un amortissement d'1%. Mais l'idée, c'est de dire, pourquoi pas créer un suramortissement en fonction de la valeur verte de votre bien. Donc si vous investissez dans l'innovation, alors à nous et aux banques aussi, hein, de trouver les bons systèmes pour financer le reste à charge, parce que ça c'est le problème du moment, mais là vous avez, vous rénovez pour quelque chose. Quand vous êtes investisseur, vous rénovez parce que vous savez que vous allez pouvoir soit bénéficier d'un suramortissement, soit peut-être bénéficier d'un loyer un petit peu plus élevé. Je me souviens d'une remarque de Michael Nogal il y a quelques années. Il travaillait sur ces mesures qui n'ont pas vu le jour.
et on lui a proposé de dire, mais en fonction de l'étiquette énergétique, donc du DPE, pourquoi pas, on va dire, permettre d'utiliser la valeur du DPE comme un complément de loyer. Ouh là là, la réaction avait été immédiate. On va quand même pas faire payer la rénovation énergétique aux locataires. Pourquoi pas? À partir du moment où c'est gagnant-gagnant. C'est surtout peut-être jouissance du bien, donc peut-être pas si logique que ça. À un moment donné, vous consommez moins d'énergie, vous payez donc moins de factures d'énergie, vous avez un confort qui est accru, hein, vous ne vous baladez pas avec votre anorak à la maison. Est-ce que ça vaut pas 10 ou 20 euros de plus sur votre loyer? Peut-être. Enfin, moi, je pense que oui, personnellement. J'ai une petite dernière question. Au cours de la conférence de presse, vous avez dit « on va dans le mur en klaxonnant ». Donc, vous assumez toujours cette expression-là? Oui, bien sûr, bien sûr. Tous les voyants sont au rouge. Oui. Hein, on voit le Parc Neuf est gravement dans le rouge, et c'est pas moi qui le dis. Hein. Voilà, Pascal Boulanger était ici pour Pascal le dire. Boulanger le dit très bien et le dit de plus en plus. On a déjeuné avec Pascal Boulanger, je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Et cette idée du bailleur privé, qu'il a repris d'ailleurs, hein, on avait échangé, on était allé à Lille, puisque c'est son fief, hein, on avait échangé avec Pluriance, on avait échangé sur le sujet, et donc cette idée... Et l'amortissement aussi est un cheval de bataille. Tout à fait, donc c'est des idées qu'on a beaucoup partagées ces 4-5 dernières années, disons plutôt 4, et très bien, parce qu'aujourd'hui on voit effectivement des acteurs importants comme Pascal Boulanger, comme la Fédération des promoteurs immobiliers, raccrocher les wagons sur ce sujet-là. Et on est très content effectivement d'avoir le soutien du neuf. Donc un neuf dans le rouge, de l'ancien dans le rouge, une rénovation qu'on a du mal à boucler. Oui, tous les voyants sont au rouge aujourd'hui. Donc il est temps, à mon avis, d'arrêter de klaxonner. Et on en reparlera très certainement encore de nombreuses fois, parce que ça ne va pas se faire en... Ça peut pas se faire en une fois. Une politique du logement... Alors c'est vrai qu'on n'a pas vraiment eu de politique du logement global depuis une vingtaine d'années. Alors on a eu des politiques qui ont été très tournées sur le social, et c'est très bien. Le social a un rôle crucial. Hein. Il a un rôle, on va dire, sur l'ultra-social pour loger, on va dire, les plus démunis, ou des familles qui rencontrent des problèmes de violence conjugale, et où il faut vraiment... Ce n'est qu'une partie de la question. Mais oui, c'est une partie de la question. Et le problème, c'est que depuis 20 ans, en fait, on ne regarde qu'à chaque fois un sujet. Or, dans l'immobilier, tout est lié. Et là, on s'en rend bien compte. Hein. Là, quand tous les voyants sont au rouge, on s'en rend bien compte que l'effet neuf a une influence sur le parc, puisque c'est 20 à 30 000 logements. Oui, c'est 20 à 30 000 logements qu'on n'a pas. Oui. Et comme globalement, on a un déficit de 400 à 450 000 logements chaque année, les 20 000, on les sent. Et comme on a un parc qui ne tourne plus, on les sent encore plus. Donc tout est lié, tout est chaîné. Et donc la solution, elle ne peut être que globale. Et donc on va continuer à klaxonner. Alors, si on klaxonne pour continuer à essayer d'attirer l'attention, on va dire, de nos politiques, oui, on va continuer à klaxonner, oui. Merci beaucoup, Jean-Michel Camizot. Avec plaisir.